La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Éric Boissonneau, sommelier et propriétaire associé des restaurants Le Rouge-Vin à Trois-Rivières et le Pacini de Shawinigan. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous à cette autre tête-à-tête que vous propose la série La tête dans les nuances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous amener rencontrer Éric Boissonneau. Alors, si vous le voulez bien, on découvre son univers à l'instant. Monsieur Boissonneau, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. On a réalisé une table ronde avec d'autres invités ensemble il y a quelque temps à peine. Et évidemment, vous étiez le sommelier qui prenait la parole dans le cadre de cette thématique autour des réjouissances des fêtes, mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que vous aviez une attestation d'études collégiales en courtage immobilier, section résidentielle. Ça, c'était vraiment votre premier jet ou bien c'était le choix de quelqu'un qui n'avait pas encore trouvé sa voie? J'ai eu quelques flashs durant ma carrière de restauration de vouloir faire autre chose. Parce que la restauration était donc déjà... vous aviez déjà un pied en restauration pendant les études collégiales. Oui, tout à fait. Et c'est simple. Je trouvais que le marché immobilier était en ébullition en 2005. Imaginez 20 ans plus tard. J'ai peut-être fait un mauvais choix. Peut-être économiquement différent, mais si vous êtes heureux là où vous êtes maintenant, ça va? Mais c'est pas quelque chose qui me passionnait. En fait, je me voyais difficilement voir mon visage sur des pancartes le dimanche quand je me promène en voiture. Mais je trouvais ça intéressant de voir comment on pouvait vendre une maison, puis m'intéresser aussi à comment les quartiers peuvent évoluer dans un marché résidentiel, pourquoi des quartiers sont à la mode ou pourquoi une maison dans un quartier X vaut plus qu'une maison dans un quartier Y. Puis j'ai pris ce cours-là, puis j'ai passé au travers. J'ai apprécié mon cours, mais j'ai une passion qui est pas mal plus grande pour la restauration. Puis ça fait maintenant plus de 25 ans que j'ai les deux pieds dans un restaurant. Et là, c'est pas mal l'aboutissement d'avoir mon propre restaurant à moi ou mes deux propres restaurants. Donc, on parle du Rouge-Vin à Trois-Rivières et du Pacini à Shawinigan. Exact. C'est pas mal la cerise sur le sundae pour quelqu'un qui a fait une carrière en restauration. Puis c'est des nouveaux défis, mais je trouve que c'est vraiment gratifiant de voir à chaque jeudi, OK, on va verser ce montant-là en salaire. C'est quand même... il y a plusieurs familles qui se fient à notre entreprise pour avoir un toit, manger, se vêtir. Tu crées, mais OK, des fois, c'est pas monétaire comme rétribution, mais quand tu vois les autres familles, les autres gens, arriver, il a réussi à s'acheter une voiture neuve parce que semaine après semaine, il vient travailler, puis il y a une paye pour le travail qui est effectué. Je trouve que c'est... Et l'ensemble des employés ont probablement le plaisir de travailler chez vous, mais la responsabilité de faire en sorte que les comptes arrivent pour que vous puissiez payer les salaires de tout ce monde-là, exact. Ça, c'est sur vos épaules que ça repose. Effectivement, je ne vais pas mentir, je suis bien entouré là, avec deux copropriétaires, là, Hugo Hamelin et Maude Normandin-Paquet. Mais c'est quand même deux grosses entreprises à gérer. Là. Et le défi est quasi quotidien, là. Toujours. De rejoindre la clientèle et de s'assurer. Particulièrement, j'imagine que la problématique s'est peut-être accentuée depuis la pandémie, depuis l'inflation qui n'a cessé de galoper ces dernières années. Vous y arrivez encore? Toujours. Et ça n'a pas teinté votre passion? Non, ça me fait réfléchir. On revoit les stratégies. Au Rouge-Vin, pendant plusieurs années, on a eu un buffet de fruits de mer. À la pandémie, on trouvait ça contre-intuitif de continuer à faire ça. On a eu d'autres idées. Puis notre clientèle a embarqué dans notre changement, nos nouvelles offres. Je trouve que c'est plus adapté en 2024 là, d'offrir
en fait, d'offrir moins de nourriture aux gens, Mhm. moins de gaspillage, puis offrir plus de qualité. Donc, vous êtes du type de personne pour qui il n'y a toujours que des solutions. Bien sûr, bien sûr. Ça a été, durant mon temps au château, c'était ça. Je suis quelqu'un d'opérationnel où je trouve des solutions à des problèmes. Quand vous parlez du château, on parle du château Frontenac Ouais, où vous exact. avez été responsable du restaurant Le Champlain. Oui, exact. Donc, les problèmes n'étaient pas plus grands, ils n'étaient pas plus compliqués. C'est juste de faire face, OK, voici notre problème. Il y a des solutions. La solution parfaite, elle ne va pas exister. Il faut juste arriver avec une solution. Puis plus rapidement la solution va arriver, plus on va être en mesure de gérer un peu là, ou de limiter la catastrophe, en fait. Mhm. Et de Donc, respirer un peu mieux, j'imagine, ouais, parce exact, qu'il doit y avoir exact. des périodes de tension. Hein. Le château, c'est tout le monde sont roi et reine quand ils mettent les pieds au château. Donc, tout le monde a des Des élevées. attentes super élevées par rapport au service, par rapport aux chambres, par rapport à la nourriture, le temps d'attente. Donc, non, j'avais pas le choix de mettre les pieds dans cette institution-là là, pour un peu voir là, c'était quoi les lignes majeures. On la sent bien, en tout cas, cette passion pour l'hôtellerie et la restauration. Sans revenir sur le courtage, qui vraisemblablement a été une parenthèse, ça veut dire que la restauration, c'était déjà présent un peu comme passion avant même le cours de Tout à fait. courtage? Ça a commencé comment dans votre vie? Ma mère, elle a été dans la restauration toute sa vie. Mon oncle a eu des restaurants. Puis je pense que c'est l'odeur des chandelles qui brûlent sur une table dans un restaurant. Ah oui. Quand je rentre dans un restaurant puis j'ai cette odeur-là, ça me place dans un endroit où je me sens bien. J'ai le goût d'y retourner, j'ai le goût d'être là. La nourriture, les poêles, le bruit qui s'active, l'adrénaline, du coup de feu, il n'y a pas grand-chose qui m'allume plus que ça. C'est intéressant d'entendre ça parce que c'est à des années-lumière de ce qu'on peut percevoir, nous, comme clients. Là. Donc, la petite chandelle à batterie, c'est impossible. Là. Ben non, mais maintenant, tu sais, on a des chandelles, tu sais, dans les années 80, c'était toutes des chandelles en cire. Là, on a d'autres moyens de mettre de l'ambiance sur nos tables. Mais je trouve que l'odeur, quand tu rentres dans un restaurant, il y a quelque chose qui fait que, pour moi, je me sens bien. En plus d'être propriétaire, vous êtes sommelier, Ouais. on l'a déjà dit. Et pour le commun des mortels comme je suis, on connaît très peu de choses du métier de sommelier. Évidemment, c'est celui qui nous conseille au restaurant. On voit tout de suite la scène du sommelier qui goûte du vin et qui le recrache, ce qui nous apparaît un sacrilège, mais on comprend bien qu'en goûter plusieurs dans la journée, si on veut toujours goûter, il faudra. Mais dans une journée de travail, un sommelier, ça fait quoi? Dans un restaurant, généralement, il va y avoir une grosse partie de la journée qui va être goûter des vins, les commander, trouver un juste prix, mettre la carte des vins à jour. Et ça veut dire goûter les vins parce que nous, comme clients, généralement, la référence c'est à la SAQ, Ouais. mais j'imagine que vous traitez aussi avec des importations privées. Oui, tout à fait. Ça veut dire aller aussi déguster à l'étranger pour faire ces importations-là? Malheureusement, généralement, les importateurs font ce travail-là, D'accord. d'aller déguster directement en France, en Italie. Eux, ils vont faire peut-être une région, on va dire, ces deux producteurs-là, on aimerait ça les représenter au Québec. Ils font la demande à la SAQ et par la suite, ils amènent leurs produits, puis nous, on finit par les déguster. La portion dégustation par semaine, ça peut être peut-être 2-3 heures de dégustation par semaine. Après ça, commander les vins, s'approvisionner, après ça, gérer l'inventaire, faire le ménage là-dedans, la carte des vins. Puis ensuite de ça, quand le restaurant rouvre, là, c'est de vendre tes vins que tu as commandés à ta clientèle. Et au fil de vos années d'expérience, est-ce que vous avez vu évoluer ou changer le goût des Québécois? On parle entre autres beaucoup des nouveaux vins par rapport au vieux pays. Est-ce que ça, c'est un courant qui se vérifie ou bien ça a été une mode de passage? Présentement, on parle beaucoup de taux de sucre. Ah, Donc là, les gens, là, c'est est-ce que je peux avoir du vin sec avec peu de sucre?
Quand les Québécois ont commencé à boire du vin, ils buvaient souvent des vins avec un taux de sucre très élevé. C'est plus facile à boire. Ça se rapproche un peu plus à la boisson gazeuse. Donc, leur palais était déjà fait à des boissons là, qui titraient là, à un bon grammage de sucre. Mais là, on voit la tendance vers les vins très secs et on vend plus de vin blanc que de vin rouge. Avant, c'était plus de vin rouge que de vin blanc. Maintenant, on est probablement à 55-45, vin blanc, vin rouge. Donc, ça, c'est quand même un bon changement. Et j'imagine, quand vous faites vos achats, que vous prévoyez pour une longue période, là, on n'achète pas à coup de bouteilles, là. Est-ce que les changements sociaux dans notre façon de choisir nos vins évoluent à un rythme si rapide qu'il faut aussi prévoir ça dans le nombre de bouteilles qu'on commande? Heureusement, non. Le vin au Québec, les changements sont sur... je ne vais pas dire sur des décennies, mais sur 3-4 ans. Donc, c'est quand même assez simple là, de prévoir là, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Mais il y a des tendances qui vont venir rapidement puis qui vont s'éteindre. On peut parler des vins oranges qui ont eu la cote durant là, les 2 ans peut-être là, de pandémie. À cette heure, les gens, le vin orange, ça ne leur parle plus bien. Le vin rouge avec des bulles, le vin rouge avec des bulles... ça a passé ou c'est encore là? Je pense que ça s'en vient. Ça s'en vient? Oui, je pense que c'est dans les genres de trucs que moi, quand j'en vois passer, je vais en acheter. OK. Parce que c'est quand même un produit qui est assez niche et c'est très festif. Donc, moi, je pense que le Lambrusco, c'est quelque chose qui s'en vient. Ou qui s'en vient, qui va revenir parce que... Ou qui va gagner en popularité. Ouais, parce qu'on peut parler du bruit, là, mais le Gamay au Québec, à la SAQ, il s'en vend beaucoup présentement. Et c'est un cépage qui a été oublié pendant presque 20 ans, de 2000 à 2020. Il y avait très peu de ce cépage-là là, qui était acheté. Et les gens sont justement des taux d'alcool un peu plus bas, des vins plus digestes, plus secs. Alors, ça rentre un peu dans la trame du Gamay. Donc, les Brouilly, les Morgons, les Moulins à vent. C'est des vins qui sont de plus en plus demandés là, à la SAQ ou en restaurant. Et quand on pense au sommelier, je continue sur ma description ou sur mon désir de connaître le métier, on pense tout de suite à 2 éléments, le palais et le nez. Oui. Quand est-ce qu'on découvre qu'on a un odorat qui dépasse peut-être la moyenne et qui peut détecter ces subtilités dans le vin? Alors, c'est ce qui est assez intéressant au niveau de la sommellerie, c'est que de 50 à 60 du travail, c'est visuel. Ah oui, OK. Donc, quand on regarde un vin, bien déjà, on peut... c'est un vin blanc, un vin rouge, un vin rosé, un vin effervescent. Ensuite de ça, on peut pas mal voir le taux de sucre, le degré d'alcool. Par les couleurs, on peut caractériser avec est-ce que ça va être un cépage à peau épaisse, à peau mince. Donc déjà, on commence à aiguiller notre aiguille vers un certain pays, un certain cépage. Donc déjà, il y a une bonne partie du travail de dégustation qui est fait par les yeux. Donc après ça, on le porte à notre nez. Ah, OK, j'avais un doute pour peut-être le pinot noir. Ça sent le pinot noir, ça goûte le pinot noir. C'est probablement du pinot noir. Puis après ça, ben, on travaille un peu là-dessus, mais le palais, je crois qu'il s'entraîne. Le nez, ça s'entraîne. Je crois pas qu'il y a... Certainement, il y a des gens qui ont des tiroirs olfactifs plus précis que d'autres, mais je crois qu'en général, ça s'entraîne. Quelqu'un qui a une bonne mémoire, j'ai déjà goûté ça, c'était quoi donc? Ah, Sauvignon, ouais, Sauvignon de la Nouvelle-Zélande. Je ne pourrais pas te dire lequel, mais ce petit côté agrume-là, le côté gazon coupé, moufette, ah, ouais, ça, j'ai déjà vu ça, tu le places comme ça. Donc, je pense pas que ça prend un nez ou un palais extraordinaire. Ça prend beaucoup de patience et un peu comme on a jasé dans notre discussion, de prendre le temps de déguster. De boire pour boire. Non, tu regardes la couleur, l'onctuosité, l'évaporation du liquide sur les parois du verre te donne quand même une bonne approximatif. Est-ce que c'est très alcooleux ou peu alcooleux? Donc, ça te place, puis ton travail est, selon moi, à 50 60 fait au visuel.
Et quand vous dégustez, vous avez une charte de critères que vous souhaitez rencontrer ou bien c'est l'expérience qui vous dit j'y vais ou j'y vais pas? C'est une charte, c'est que tu peux facilement être biaisé. Tu voudrais que ça goûte ça. Alors, je pense que c'est mieux aller un peu selon tes impressions que de dire j'aimerais que ça soit ça. Plutôt, ça sent ça, ça regarde ça, on va y aller avec ça. Parce que des fois, on peut assez nous tromper. Ben, surtout quand entre collègues sommeliers ou entre gens qui ont une bonne passion pour le vin, est-ce un Sauvignon ou est-ce un Chardonnay? Des fois, c'est le fun, justement, des cépages, des gens qui ont voulu faire des trucs assez caractéristiques. C'est dur à... J'aurais la difficulté à dire si c'est un Chardonnay puis c'est un Sauvignon. Et pourtant, généralement, c'est deux choses qui sont très différentes. Donc, ça peut être au niveau des macérations, ça peut être au niveau du fût de chêne, ça peut être au niveau de la vinification, du bâtonnage, bref, il y a... Les caractéristiques sont multiples. Oui, hein? oui, oui. Et pour un sommelier, l'idée de faire un concours international, c'est un aboutissement, c'est une nécessité dans une carrière ou bien ça permet peut-être d'avoir un meilleur salaire si on se classe? J'ai eu la discussion avec une de mes collègues dernièrement et on s'est dit, les gens qui font des concours sont un peu étranges. Souvent, ils ne travaillent pas en restauration. C'est vraiment une passion qu'ils ont de vouloir faire de la dégustation à l'aveugle. Alors, c'est pas de vendre, de trouver un bon produit pour ta clientèle, parce que c'est aussi ça, être sommelier. C'est quelqu'un te parle de ses besoins, de ses goûts, puis de trouver le truc qui va leur convenir. Versus la sommellerie compétitive, c'est de goûter, de se souvenir, de mettre précisément dans ton cerveau le goût que tu viens de boire, de sentir, puis d'être prêt à un moment donné, de ressortir le même tiroir et de dire « c'est ce vin-là, telle année ». Alors, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. C'est difficile de faire de la restauration puis mettre autant d'heures juste sur la dégustation. Un concours international, c'est un travail à temps plein, si je comprends bien. Hugo Deschênes, qui est probablement un des 2 meilleurs sommeliers de compétition au Québec, se prépare des mois à l'avance pour un concours, pas international, mais canadien ou québécois. Là. Donc, quelqu'un qui fait ça là, professionnellement, là, il va sûrement avoir un très, très grand conglomérat de restaurants qui va payer. C'est ce que j'allais dire. Il faut être aussi commandité. Oui, exactement. C'est un sport. Ouais, exact. Donc, ils vont dire que tel sommelier travaille pour le groupe X. Alors, non, je pense que c'est quelque chose... Mais moi, c'est pas quelque chose qui me... J'aime bien là, faire de la dégustation à l'aveugle, mais pas... j'ai d'autres passions pour un peu décompresser après les semaines de travail là, en restauration et services. Il faut pouvoir tourner la page. Oui, exactement. Mais on s'est beaucoup concentré sur le vin, mais le sommelier, est-ce que ça touche aussi les champagnes, j'imagine, les spiritueux, les liqueurs fines, l'ensemble de l'œuvre? Les cocktails, les thés. Alors, vous accompagnez le client du début à la fin du service. Hein? Les thés, les sakés. On dit sommelier, mais c'est un peu à la marge, mixologue, sommelier. C'est l'accord des liquides dans un contexte de restauration, tout simplement. Et quelqu'un qui voudrait suivre vos traces au Québec, l'Institut d'hôtellerie et tourisme, c'est le seul endroit où il y a d'autres chemins? Présentement, il y a l'Institut d'hôtellerie de Québec, l'École hôtelière de Québec, qui a un super programme avec Clériane, qui est un des très, très, très bons professeurs de sommellerie au Québec. Sinon, l'ITHQ fait une job là, exceptionnelle. Et il y a le pendant aussi anglophone qui s'appelle le WSET. Et puis, c'est le pendant là, anglo-saxon là, de la formation de sommellerie, où eux sont vraiment, là, eux, dans la compétition et sont plus orientés compétition là, que sommellerie de restauration. Et si on pense à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, la sommellerie, c'est une spécialité d'un cours général ou bien on peut entrer directement dans ce volet-là? On peut entrer directement dans ce volet-là. C'est sûr qu'ils vont demander des préalables
quelconque, puis on peut toujours se perfectionner. Donc, je voudrais vous parler un peu de changement climatique aussi, parce que ça a des incidences négatives qu'on connaît tous, mais ça en a quelques-uns de bénéfiques aussi, parce qu'on retrouve, entre autres, sur le territoire québécois, des vignes où on ne pensait pas que ça allait être possible d'en faire pousser il y a à peine quelques décennies de ça. Est-ce que ça donne du bon vin? Est-ce que parce que c'est possible, c'est souhaitable? C'est toujours là la question, parce qu'il y a une espèce de débat autour des vins québécois, comme si on n'était pas capable de produire des vins québécois dignes de son nom. On ne les achète pas souvent. Et puis, j'ai l'impression que dans une dégustation à l'aveugle, on pourrait se faire avoir complètement en trouvant respectable des vins québécois qu'on n'aurait pas achetés. Bien, ce qui est bon à savoir, c'est que à 4 heures 4-5 heures de Trois-Rivières, on a les Mille-Îles et une petite région qui s'appelle Prince Edward County, où eux font déjà du vin de qualité internationale sur des cépages internationaux comme le Chardonnay, le Riesling, le Cabernet Franc et aussi le Pinot Noir. Donc, c'est possible de faire du vin à notre latitude. Présentement, je pense que les vins québécois sont bons, mais chers pour l'offre. Donc, c'est juste que pour 25 $ d'un bon vin québécois, tu peux avoir un très, très bon vin chilien, un bon vin français. Donc, c'est un peu là où la grosseur des vignobles fait en sorte que c'est très difficile pour eux pour produire à grande échelle et avoir des prix qui sont compétitifs là, sur le marché de la SAQ. Mais pour moi, les vins québécois, d'année en année, il y a des trucs qui sont bons. Puis ici, en Mauricie, on a le vignoble du Très Précieux Sang qui fait du vin depuis 2 ou 3 ans, qui est très surprenant pour la qualité. Dans le blanc et dans le rouge ou bien? Dans le blanc et dans le rouge. Et les vins du Québec par rapport à ceux de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, par exemple, qui ont été longtemps les 2 châteaux forts de production vinicole au Canada? Au Canada, je pense qu'on est toujours dans la même lignée. Les vins canadiens sont un peu chers si on les compare aux vins, puis là je reviens aux vins chiliens, aux vins argentins, aux vins espagnols, aux vins portugais. Les vins californiens sont chers. Les vins français sont assez chers aussi, donc. Mais les vins québécois, on est plus sur une différence de rapport qualité-prix que de qualité. Parce que je pense que la qualité, là, d'année en année, on augmente la qualité de nos vins. Cette année, c'est la meilleure récolte pour les vignerons québécois. Il y a certains vignerons qui ont triplé leur production de raisins en 2024. Donc, c'était une année chaude, il y a eu de la pluie au bon moment, les bonnes quantités. L'été s'est étiré sur le nombre de jours qu'il y avait besoin pour avoir une maturité maximum pour les raisins. Et je pense que tout le monde va avoir des raisins et des jus là, exceptionnels l'année prochaine à vendre. Dans la table ronde qu'on a réalisée, je vous avais posé une question sur l'accord mets-vin. Ouais. Parce que c'est la spécialité qu'on attend du sommelier lorsqu'on s'assoit à une bonne table en disant « C'est sûr qu'il va se passer quelque chose dans ma bouche si on me propose le meilleur vin pour aller avec celui-là, plutôt que de me laisser choisir moi-même à la carte si je ne suis pas déjà un connaisseur. » Et vous m'avez dit quelque chose de très intéressant. Il y a l'accord parfait. Moi, je préfère l'accord heureux, c'est-à-dire d'abord me soucier de ce que les gens aiment boire. Est-ce que c'est aussi l'approche que vous avez en restaurant? Ah, tout à fait. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Là. Je suis là pour leur faire plaisir. Donc, comme je dis, on établit un budget, on établit une palette de saveurs. Puis après ça, bien, on y va avec les informations qu'on a pour plaire aux clients. Donc, tout simplement. Et ça, c'est comme la première question, parce que souvent, il y a des gens qui hésitent à se référer au sommelier, pensant que la bouteille va être hors de notre budget. Or, c'est la première chose qu'on met en place. Quel est votre budget? Et on fera tout pour vous rendre heureux avec ce budget. Des fois, je trouve que c'est perdre son temps
On a des bouteilles de 45 à 500 $. Il faut quand même voir, on se situe où dans le budget, parfait. Parce que c'est pas parce que la bouteille coûte 45 $ qu'elle est meilleure ou moins bonne qu'une bouteille qui en vaut 100 ou 200 $. Des fois, la bouteille vaut 200 $ parce qu'il y a une rareté extrême sur le produit. Parfois, c'est le coût de production qui fait en sorte que le prix est plus cher. Mais en général, ce qu'on veut, c'est que le client soit satisfait du choix qu'on lui a fait faire. Parce que c'est très rare que je lui dise « Voici le vin que vous devriez boire. J'amène, voici un vin que vous aimeriez avoir. En voici un autre. Voici pourquoi lui, je vous l'amène. » Et peut-être même une troisième alternative. C'est la fête de madame. Quel est son? Donc, c'est un peu ça. Mais à partir du moment où le client, tu lui donnes le choix, il fait son choix, tu lui donnes les informations nécessaires à son choix, je pense qu'il y a rarement de façon de se tromper. Parce que, comme je vous dis, on peut vouloir dire « trouver l'accord parfait est, selon moi, très, très dur à trouver. » Surtout si tu n'as pas, au préalable, pensé à ton menu. Donc, tout ça, je trouve que ça, c'est quelque chose que j'aborde rarement au restaurant. Je trouve que tu ne veux pas perdre les clients avec des termes puis des notions qui sont... C'est pas un cours, c'est une soirée de plaisir. C'est ça, exact. Donc, vous aimez le vin rouge, on va vous trouver un vin rouge qui va être bien avec le filet de porc et le saumon de madame. Aimez-vous le pinot noir? C'est toujours un peu ça l'idée. Puis quand on a des belles bouteilles, bien, on aime ça d'en faire profiter aussi aux clients parce que des fois, c'est une chance. Je passe beaucoup de temps à magasiner pour des vins. Je trouve des trucs que j'ai le goût de boire, j'ai le goût de faire boire. Puis des fois, bien, c'est des trucs exceptionnels qui ne sont pas nécessairement super dispendieux, mais c'est des petites productions. Puis des fois, il y a toujours un petit quelque chose quand on se casse la tête. On aurait pu s'imaginer que être au Château Frontenac, c'est déjà comme un sommet. Oui. Alors, pourquoi Shawinigan et Trois-Rivières? C'est la portion entrepreneur qui vous a davantage interpellé? Oui. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre restaurant. Là, je l'ai. Le Château Frontenac, le restaurant Le Champlain est à l'intérieur du Fairmont Château Frontenac. Et on avait plusieurs patrons à négocier avant de faire des changements dans le restaurant. Donc, alors que là, c'est direct. Là, c'est direct. Décision prise, décision appliquée. Et puis, c'est un gros bateau. Il y a une orientation Fairmont, donc il faut que tu rencontres ça. Après ça, il faut que tu rencontres l'orientation du chef avec qui tu travailles. Après ça, il y a le directeur de l'hôtel qui, lui, veut telle chose pour ses clients en hôtellerie. Puis après ça, il y a le directeur de la restauration qui, lui, essaie de... Alors que là soit au Rouge-Vin, soit au Pacini, une décision, c'est la vôtre, on l'applique, on y va. Exactement. Et je vis avec mes décisions. Ouais, exact. Bien, merci infiniment. On ira vous visiter dans l'un ou l'autre de ces restaurants et certainement qu'on écoutera vos choix avec attention. Ça me fait merci, plaisir. c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur.